La Belgique est envahie, c'est la première étape de la guerre totale. Son armée de fortune est d'un autre âge. Mais les chasseurs et les carabiniers sont prêts à mourir pour défendre leur patrie. Les Allemands trouvent cette résistance de l'armée belge insensée. Le roi Albert, face à cette invasion massive, a refusé de se rendre et a ignoré les ultimatums. Il a quitté Bruxelles pour gagner la place fortifiée d'Anvers. Là, il espère tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. L'invasion de la Belgique a dressé l'opinion anglaise unanime contre l'Allemagne. Dans la propagande pour le recrutement des volontaires, le viol de la Belgique est abondamment développé pour sensibiliser les partants. En fait, les secours en provenance de l'Angleterre sont insignifiants. L'Angleterre est en effet la seule puissance en Europe à ne pas recruter ses soldats par conscription. Elle ne dispose en temps de paix que de faibles forces terrestres. De plus, selon Churchill, premier lord de l'Amirauté, aucun débarquement ne peut se faire en Belgique même. La flotte ne peut garantir la sécurité des passages que vers la côte française. D'infanterie, une division de cavalerie, tels sont les moyens du général French qui commande le corps expéditionnaire anglais. C'est une petite armée, bien entraînée, mais mal renseignée. Le deuxième bureau anglais, marchant au front dans un convoi de bus londoniens, estime que les forces allemandes face au secteur britannique se composent de 17 divisions. En réalité, le général von Kluck en a 30. Le plan britannique consiste à rejoindre la France et à se battre contre les Allemands en Belgique. Le corps expéditionnaire anglais prend position à l'ouest de la 5e armée française du général Lanzac. À Mons, les routes allemandes et britanniques se croisent. Mieux informés que les Anglais, les Allemands ont entendu parler de leur débarquement. Ils sont surpris de les rencontrer aussi vite devant eux. Leurs routes se sont croisées trop tôt. Ils subissent le tir des canons lourds des Anglais. Pendant 48 heures, les Anglais tiennent leur front, mais la retraite des Français à Charleroi met leur flanc à découvert. Le corps expéditionnaire doit ramasser ses blessés et reprendre à l'envers la route qu'il avait suivie quelques jours auparavant. Les Belges ne bénéficieront pas de son aide. Pourtant, les sujets du roi Albert ne veulent pas céder. Ils prennent des bêches et des pioches, édifient des fortifications, s'accrochent au terrain. Ils ne veulent pas s'enfermer dans Anvers sans combattre, même s'ils doivent combattre seuls. En réunissant toutes les forces disponibles, Albert commande à une armée de 117 000 hommes qui portent des casques en cuir bouilli et des uniformes antédiluviens. Les Allemands ne le savent pas encore, mais le monde entier sans doute. Il ne s'agit pas d'une armée, mais d'un peuple.
Le quartier général allemand, abasourdi et exaspéré par la résistance belge, détache une fraction importante de l'aile droite de von Kluck pour écraser Anvers. Les Belges se déploient pour résister à la poussée allemande. Des civils, en grand nombre, viennent assister au combat. En ce début de la guerre, cela se fait encore. D'abord, l'incroyable arrive. Les Belges tiennent. Mais les Allemands approchent leur artillerie lourde, celle qui a déjà brisé Liège. Dans cette période critique, un jeune et sympathique Britannique débarque sur les quais d'Anvers, le sourire aux lèvres. C'est Winston Churchill, il a 39 ans. Sur ses talons arrive un détachement de Royal Marines qui a gagné Anvers à bord de bus londoniens. Ils sont seulement 400, mais Churchill donne à entendre qu'ils sont l'avant-garde de milliers d'autres. Pendant quelques jours, les Belges n'éprouvent plus le sentiment cruel d'être abandonnés dans un monde hostile. Pourtant, quand les Marines gagnent le champ de bataille, on se doute que les renforts promis ont déjà été renvoyés en Grande-Bretagne. Les Anglais aiment la Belgique, mais ils restent réalistes. Le gouvernement ne peut gaspiller ses forces pour une cause perdue. Seulement 400 Britanniques combattent à Anvers. Anvers est désormais la cible des canons lourds de Kluck, les mortiers de 350 mm, les obusiers Krupp de 420, des monstres. Des obus de 1800 livres tombent sur la malheureuse ville. Sous le feu d'Anvers, le roi et son admirable épouse sont les symboles de la résistance belge. Le rôle de la reine est délicat. Élisabeth est une princesse bavaroise et son frère est général dans l'armée allemande. Le 9 octobre, après un siège d'1 mois, Albert doit accepter l'inévitable. Transportant les archives officielles dans des paniers d'osier, le gouvernement et l'armée abandonnent Anvers pour s'exiler en France et poursuivre le combat. Dans un dernier défi, les Belges trompent la vigilance de Kluck et réussissent à franchir la frontière. Partout, les réfugiés suivent les troupes dans les ports, sur les routes. Plus tard, à la fin de la guerre, on demandait à Clémenceau que diront les historiens au sujet de la responsabilité du cataclysme. « Je sais ce qu'ils ne diront pas », répondit Clémenceau. « Ils ne pourront pas dire que la Belgique a envahi l'Allemagne. »
leur longue retraite de Liège à Anvers, les Belges avaient fait table rase derrière eux, ne laissant rien à l'ennemi. Pour gagner quelques jours ou quelques heures, ils avaient sacrifié le réseau de communication de leur pays. Quand l'invasion devint occupation, la résistance prit d'autres formes. Pendant quelque temps, les civils tiraient sur les Allemands qui passaient dans la rue. Furieux, indignés, l'ennemi prenait des otages. La terreur devenait un moyen d'abréger les hostilités. Pour les Allemands d'ailleurs, elle était justifiée. Clausewitz, leur théoricien de la guerre, ne voyait en effet aucune opprobre à faire fusiller des civils. Les Belges haïssent le général von Bissing, responsable de la Belgique occupée. Désormais, la vie des Belges est réglée par proclamation du commandement militaire allemand. La mort pour les francs-tireurs, le couvre-feu imposé aux citadins. Pour tous, les confiscations et les réquisitions. Une poigne de fer s'est abattue sur la Belgique. C'est le devoir de la puissance occupante que de nourrir la population. Ainsi en ont décidé les nations civilisées avant la guerre aux rencontres de La Haye. Les Allemands ne respectent pas ces conventions et confisquent les troupeaux et les stocks de blé. Les paysans partent en colonnes serrées pour le travail forcé en Allemagne. L'armée allemande, qui se dit la plus disciplinée du monde, se conduit de façon scandaleuse. Les soldats boivent, volent et boivent encore. Louvain, la ville martyre, est mise à sac, incendiée. Louvain demeure l'image symbolique des atrocités allemandes, la ville témoin. Des milliers de manuscrits brûlent, le savoir de plusieurs siècles, un trésor de l'humanité disparaît. La bibliothèque de Louvain est en feu. Londres, automne 1914. Le bureau de la propagande décide d'alerter le monde sur les atrocités commises par les Allemands. On assure que la population belge a été martyrisée et que des bonbons empoisonnés ont été distribués aux enfants. Il y a de l'exagération, bien sûr, dans ces publications. Certes, tous les crimes ont été recensés, mais la presse mondiale en rajoute. Les images les plus horribles circulent, montrant les atrocités commises sur des enfants et sur des religieuses.
Mensonge, fabrication, disent les Allemands. Mais qui les écoute? La propagande anti-allemande se saisit du cas d'Edith Cavell. Cette jeune nurse a aidé des prisonniers à s'évader. Les Allemands n'ont pas hésité à la fusiller comme espionne. Et pour le monde entier, c'est une martyre. La contre-propagande de Berlin est maladroite. Elle produit et diffuse des films montrant des Belges heureux. Ils font la fête et fraternisent avec les troupes d'occupation. La réalité, naturellement, est tout autre. Et quand l'hiver arrive, la Belgique connaît la famine. Dans cette situation désespérée, un groupe de financiers belges présente au gouverneur allemand un plan d'achat de vivres outre-mer. Contre toute attente, les Allemands acceptent. Ils entrevoient tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cette initiative sous l'angle de la propagande. La conscience mondiale est touchée. L'Angleterre relâchera-t-elle son blocus naval pour laisser passer des navires de vivres? Ouvert, un Américain est choisi pour présider le comité d'aide à la Belgique. Il obtient les autorisations de Londres et confère en France avec le roi Albert. Les Allemands l'autorisent à visiter la Belgique. Une campagne mondiale d'aide à la Belgique s'organise. En Amérique, elle a un succès massif. Le peuple américain en fait une affaire de charité. Des comédiens et des chanteurs se mobilisent. Tel prima donna vend des pommes sur les trottoirs de New York. Telle vedette de Broadway harangue la foule. Les acteurs connus du public n'hésitent pas à quitter la scène pour se donner en spectacle au coin des rues. Hoover estime les besoins à 150 000 tonnes de vivres par mois et se dit prêt à les livrer. Les Allemands respectent leur engagement. Les bateaux sont guidés à travers les champs de mines jusqu'au port neutre de Hollande. La Belgique affamée reçoit de la nourriture, faible éclaircie d'humanité dans cette guerre terroriste. Après l'invasion de la Belgique, pays neutre, après la mort de milliers de victimes civiles, il est impossible aux États-Unis d'Amérique de prendre parti pour l'Allemagne dans cette guerre. Même si l'Allemagne n'est pas le seul pays responsable des origines du conflit, elle a, la première, conduit une guerre contraire aux principes des droits de l'homme. L'opinion publique américaine va de plus en plus pencher en faveur des Alliés et, finalement, les Américains finiront par entrer en guerre à leur côté.
Décembre 1915, le Kaiser se prépare à frapper un grand coup en France. Il veut mener une véritable bataille d'extermination qui, espère-t-il, prendra au piège l'armée française. Falkenhayn, qui a remplacé Moltke dans les fonctions de chef d'état-major de l'armée allemande, est un stratège de talent dont le plan sera exécuté par le propre fils du Kaiser, le Kronprinz, Frédéric Guillaume. Falkenhayn a dit à l'empereur: il existe un lieu si cher au cœur des Français que pour le sauver, ils feront tuer jusqu'au dernier homme. Si l'on attaque ce lieu, la France sera saignée à mort. Quel lieu? Demande le Kaiser. Verdun. Tout ce qui roule va vers Verdun. 16 divisions ramenées de Russie préparent fébrilement les tranchées d'attaque et les abris bétonnés pour résister aux tirs des canons français. Les hommes verts, casqués d'acier, s'y engouffrent par milliers. « Mes amis, dit le Kronprinz, il nous faut prendre Verdun. Il faut qu'avant la fin de février, tout soit terminé. » L'empereur viendra alors passer une grande revue sur la place d'armes de Verdun et la paix sera signée. On prévoit 100 heures de préparation d'artillerie sur un front de 20 km. 1200 canons battront les 12 km où doivent s'engager 6 divisions. Sur une butte inscrite dans un méandre de la Meuse, Verdun, depuis toujours porte de France, dresse sa citadelle et son enceinte fortifiée par Vauban. Au lendemain de la guerre de 1870, Céré de Rivière a transformé la place forte en un vaste camp retranché. 3000 habitants, 20 000 soldats s'y pressent. De nombreux forts ont été privés de leur garnison et de leur armement parce que les Allemands en Belgique ont montré qu'aucun fort ne résistait aux tirs de leur artillerie lourde. De la vingtaine de forts érigés autour de la ville, Douaumont est le plus redoutable. Un éléphant sur la colline, un éléphant de béton planté après la défaite de 1870. Il n'y a plus de canons dans le fort de Douaumont, ils ont été enlevés. Les voûtes souterraines n'abritent qu'une très faible garnison. Le commandant Révillon, à son PC de Douaumont, sait très bien que Joffre ne veut plus défendre les forts. Il répète d'ailleurs à Révillon qu'il n'a aucune chance d'être attaqué. « 12 février 1916, les Allemands sont prêts, mais la neige se met à tomber glissante, glacée. Ils reportent l'attaque. Les Français en profitent pour se préparer et creusent de nouvelles lignes de tranchées. Le Dieu temps est contre nous, disent les Allemands. Il vient de nous faire manquer l'effet de surprise. Les Français se préparent à l'attaque. « 21 février, le ciel est clair, le dégel arrive, le sol tremble, les Allemands attaquent. En face, 12 000 réservistes français, les divisions 72 et 51. Elles ne disposent pas immédiatement du soutien des canons lourds, mais seulement de leurs 75, dont la portée est insuffisante pour atteindre les arrières de l'ennemi. Le capitaine Séguin, des chasseurs à pied, raconte qu'au bois des Corps,
La violence du feu était telle qu'en sortant des abris, on ne reconnaissait plus le paysage. Il n'y avait presque plus d'arbres debout. Et les fantassins devaient affronter la nouvelle arme allemande, le lance-flamme. Les Français tiennent encore le 22. Ils s'enterrent dans les trous. Joffre envoie des renforts. Il confie le secteur au général Pétain avec l'ordre suivant. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite sera traduit devant un conseil de guerre. Toutefois, il faut reculer, résister sur une deuxième ligne. Le 25, Douaumont est abandonné. Une poignée de fantassins du 24e brandebourgeois y fait son entrée sans coup férir. La propagande allemande exploite cette victoire. Douaumont est tombé, peut-on lire dans leurs journaux. Mais Verdun tient encore. Ils ne sont pas passés. Un canon Krupp géant, monté sur voie ferrée, bombarde avec acharnement la ville de Verdun, répandant la terreur. La panique gagne les habitants, ils sont évacués. Dans les PC de l'arrière, on est sans nouvelles des premières lignes. Tout est désorganisé. Les postes de commandement en première ligne sont isolés par les bombardements. Plus de téléphone, ni de courrier. On se fait tuer sur place. L'artillerie ignore si les positions sont françaises ou allemandes. Joffre est mal renseigné sur le déroulement des combats. Il ordonne qu'on envoie des courriers dans les lignes. Pétain déploie la deuxième armée sur une ligne de résistance continue. 25 000 morts depuis 6 jours. Le premier devoir est d'économiser les hommes et le second d'organiser les secours par la seule route dont on puisse disposer en l'absence de toute ligne de chemin de fer d'un gabarit normal, la voie sacrée. En une seule semaine, Pétain obtient 25 000 tonnes d'approvisionnement et 19 000 hommes de renfort. Les canons lourds français arrivent, enfin. Les 155 courent, les obusiers de Schneider, de 220. Une pluie d'obus va s'abattre sur l'ennemi, qui riposte avec la même intensité. La forêt brûle, il n'y a plus d'arbres, plus d'herbe même. Pétain organise la rotation rapide des divisions. Toute l'armée se dispose à mourir pour Verdun.
De nouveaux obus au gaz ont été mis au point par les chimistes allemands. Un gaz appelé Pholzgen, incolore, suffocant, extrêmement toxique. On l'appelle encore colongite. Il est bien plus dangereux que la chlorine employée dans les Flandres en avril 1915. La relève ne cesse pas. Les divisions tournent toujours, allemandes comme françaises. 40 divisions au mois de mai ont déjà essuyé le feu meurtrier. 115 divisions françaises se relaient. La bataille de Verdun, c'est aussi une mauvaise surprise pour les Allemands. Jour après jour, les réserves françaises montent en ligne dans l'enfer et se battent avec un courage incroyable. Avril 1916, Pétain est appelé au commandement du groupe d'armées du Centre et cède le commandement de la 2e armée au général Nivelle, qui a le général Mangin sous ses ordres. En 5 mois, 30 millions d'obus sont tombés, le sol est entièrement troué par les cratères créés par les obus de tout calibre. En 5 mois, 275 000 Français sont morts et 240 000 Allemands. Le Kronprinz flanche, l'empereur a des doutes, trop de blessés, d'estropiés, de gazés, de gueules cassées. On lui signale des cas de désertion et d'indiscipline. La 6e division de Berlin, la meilleure, a été décimée au bois des corps. Il faut arrêter le massacre. Il n'y a pas que la France qui soit saignée à blanc. Le carnet de route du soldat Louis Gillet est terrifiant dans son laconisme. À Verdun, explique-t-il, une division laisse en moyenne 4000 hommes dans l'espace d'une relève. On ne rit plus, on ne dort plus, on ne mange plus. On range les morts sur le parapet. On ne ramasse plus les blessés. On attend le moment fatidique dans une sorte de stupeur, au milieu d'un vacarme dément. La terre est devenue une croûte, plus une feuille d'arbre. Les chevaux meurent par milliers, perdus entre les lignes. Les porteurs de gamelles sont les premiers visés. Ils meurent aussi dans la boue, sur le chemin des tranchées, avec les porteurs de munitions ou ceux qui portent les mitrailleuses sur leur dos. Les Français ont retourné contre les Allemands les armes de l'horreur. Verdun, dit un autre combattant, est un cauchemar sans aube à espérer.
aura pas de fin à cela, écrit un Allemand, tant que le dernier Français et le dernier Allemand ne sortiront pas de leurs tranchées pour s'exterminer avec des couteaux de poche ou les ongles de leurs mains. L'été est enfin arrivé. Après une flambée de coûteuses attaques, dont celle de Fleury, village aux portes de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, qui change 16 fois de main du 23 juin au 18 juillet, les deux adversaires se calment et comptent leurs morts. Les aumôniers militaires n'en finissent pas d'enterrer les morts. Dans les cratères d'obus géants, on ne peut retrouver les soldats enlisés, mangés par la boue. Dans les statistiques, on les appelle des disparus. C'est un véritable carnage, une immense tuerie. La permission, la perme, c'est le salut. Pétain organise des rotations, chacun a ses jours de permission, et le train emmène les survivants joyeux vers Paris. Seulement voilà, Paris est une ville étrangère pour le soldat du front. On y parle une langue incompréhensible. Ceux de l'arrière attendent une nouvelle offensive de Joffre, toujours une nouvelle offensive, sans penser aux morts et aux blessés qui en résultent. Les combattants se demandent si les civils de l'arrière se rendent bien compte des souffrances qu'ils endurent. Beaucoup pensent que non, d'où l'émergence d'un malaise dont la presse, censurée, ne se fait pas l'écho et qui aura de très fâcheuses conséquences ultérieurement. Parmi les combattants de Verdun, il y a un tout petit groupe d'Américains, mais quels Américains? Ceux de l'escadrille Lafayette, 30 pilotes et leurs mascottes, des volontaires vêtus d'uniformes disparates qui vont traquer les avions allemands dans le ciel de Verdun. La chasse française n'a rien à leur envier. Tricorneaux de Rose, Pelletier d'Oisy, Navarre, Mesguich, Brocard, entre autres, balaient le ciel avec un courage et une habileté remarquables. Grâce à ces héros, le ciel de Verdun appartiendra aux Français. À la fin de l'été, Falkenhayn est renvoyé. Le Kaiser, frappé par les lourdes pertes de son armée, fait appel pour le remplacer à Hindenburg et à son fidèle adjoint Ludendorff, les vainqueurs de Tannenberg. Leur premier réflexe est d'arrêter le massacre. Plus d'assaut sur Verdun. La terre a déjà englouti trop de morts. Les Allemands décident de la pause, mais les Français ne veulent pas en rester là. Les troupes ont perçu de nouvelles pièces d'artillerie lourdes et les canons tonnent à nouveau. Le 19 octobre, Nivelle a décidé de vaincre à tout prix et d'employer les grands moyens.
quelques jours, à partir du 24, les Allemands perdent l'effort qu'ils avaient conquis. Douaumont est repris au prix de lourdes pertes par une attaque sans merci menée par le général Mangin. Douaumont, le fort désaffecté par Joffre, devient le symbole de la victoire française de Verdun. Falkenhayn a perdu son pari. « 10 mois ont passé. En décembre 1916, Verdun est pris par les glaces. Sur plus de 20 km² de front, sous la terre est enfoui un demi-million de cadavres. Dans le monde entier, Verdun devient le symbole de la résistance française. Verdun est la gloire de la France, mais aussi son tombeau.